Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Bonjour Philippe Dreski. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en psychologie clinique à l'Université de Paris et psychologue spécialiste de la famille. Oui. Aujourd'hui, précisément, on va parler famille et surtout comment éviter de se prendre le chou lorsqu'on part en vacances avec toute sa tribu. Première question, déjà, est-ce que c'est forcément une galère de partir en vacances avec sa famille ? Non, pas forcément. Alors après, il faudrait voir qu'est-ce que vous entendez par partir en famille. Est-ce que c'est la famille nucléaire ou est-ce que c'est la famille élargie avec les grands-parents, enfin voilà. Mais non, ça peut être un moment au contraire de reconnexion avec ses proches, donc ça peut être des moments très, très importants justement dans la construction familiale. Donc non, ça peut être aussi très positif, quoi, d'une certaine façon. Et c'est une bonne nouvelle pour toutes les familles qui veulent partir en vacances cet été. Mais c'est quand même un moment, j'imagine, où le risque de prise de bec peut être plus grand. Oui. Forcément, c'est un peu, on va dire, l'exemple que je vais donner, c'est peut-être le moment du Covid, qui a été un moment où justement les familles se sont beaucoup retrouvées à vivre dans les mêmes espaces. Donc ça peut être un moment dans lequel un certain nombre de tensions, de conflits peuvent réémerger. C'est pour ça que je faisais la distinguo entre la famille... on va dire la famille, la maison, celle qui est dans la maison, et puis une famille plus élargie avec les grands-parents, où là, effectivement, il peut y avoir beaucoup plus de tensions qui vont apparaître à ce moment-là. Mais oui, on va dire que le fait de passer du temps 24 heures sur 24 ensemble peut être un moment un peu révélateur de certaines tensions qu'il peut y avoir, notamment à des moments un peu clés, comme à l'adolescence ou ce genre de choses, par exemple. Et en ce moment, le contexte politique est assez particulier, peut être assez anxiogène, comme tout le reste de l'actualité d'ailleurs. J'imagine que ça peut créer pas mal d'embrouilles en famille. Est-ce qu'on doit éviter de parler de certains sujets quand on parle en famille ? Tout dépend de comment est la famille, d'une certaine façon, parce que la question politique, en général, les discussions politiques sont souvent des discussions assez identitaires, d'une certaine façon. Et donc, on va dire que dans une famille dans laquelle il y a déjà des tensions, la question politique vient en fait amplifier des choses qui sont déjà là et qui sont déjà latentes. Donc, c'est pas forcément l'idée de ne pas en parler, mais plutôt est-ce que la famille peut supporter qu'il y ait à l'intérieur de des membres qui soient pas d'accord entre eux. Et c'est plutôt ça la question, c'est est-ce que la famille accepte, c'est ce qu'on travaille quand on est en thérapie familiale, qu'il peut y avoir des différences à l'intérieur d'un groupe, et ça c'est un enjeu effectivement important en famille, notamment là on en revient, enfin je redonne cet exemple de l'adolescence, mais l'adolescence c'est un moment d'affirmation identitaire très fort, et donc c'est là où les parents peuvent accepter ou pas qu'il puisse y avoir des différences, des personnes qui sont pas sur la même, des enfants qui sont pas sur la même longueur d'onde que les parents, avec des différences intergénérationnelles importantes, enfin voilà, ce genre de choses. Ok. Et vous parliez tout à l'heure donc un peu du cas par cas, du cas de départ en famille nucléaire, du cas de départ avec une famille plus élargie, les grands-parents. On va d'abord se concentrer sur le cas de départ avec sa famille nucléaire. Donc on le rappelle, qui est la famille composée des parents et des enfants, du noyau familial plus dur, on va dire. Les vacances, c'est quelque chose qui se prépare. Comment est-ce qu'on fait pour aborder le sujet en amont ? Comment est-ce qu'on prépare le terrain ? Là, je pense qu'il y a des choses qui sont importantes par rapport aussi à l'âge des enfants. Forcément, on va dire avec des enfants assez jeunes, on va dire que la décision et la discussion, elle concerne plutôt les parents, et peut-être qu'à un certain moment donné, autour de la préadolescence ou de ce genre de moment, forcément, les discussions vont aussi se faire de façon un peu plus collégiale, peut-être avec d'autres membres de la famille, avec les enfants, pour tenter de trouver un équilibre par rapport à ça et trouver des décisions qui puissent correspondre, on va dire, à tout le monde d'une certaine façon. Et c'est là où il peut y avoir potentiellement des conflits, c'est-à-dire que il peut y avoir pour les parents l'idée de décider par eux-mêmes avec certaines idées qu'ils projettent sur leurs enfants et qui correspondent plus à ce qu'ils sont et à l'évolution qu'ils ont pu avoir. Donc ça, on va dire que pour des jeunes enfants, forcément, la discussion va être plus pour les parents
Et à partir d'un certain âge, je veux dire, si on peut inclure les enfants, un peu, pas forcément qu'ils décident, mais en tout cas qu'ils puissent avoir un peu le voix Leur au mot à chapitre. dire. Voilà, exactement, Ouais. voix au chapitre, pour voir quelles sont leurs envies. Parce que ça va être aussi ces moments-là où on est en vacances, c'est des moments où on se réadapte un peu les uns aux les autres. On voit, comme on passe beaucoup de temps ensemble, on a aussi beaucoup le temps de s'apprendre à se reconnaître d'une certaine façon et apprendre, et voilà, et à se dire, ah bah tiens, mon enfant a grandi, enfin, ce genre de choses qui sont aussi essentielles dans les moments familiaux, comme d'ailleurs dans tous les types de groupes. C'est-à-dire, on a besoin de passer du temps ensemble et à discuter pour s'adapter les uns aux autres d'une certaine façon. Donc d'où l'importance effectivement d'anticiper, de laisser la parole aux enfants aussi, bien sûr. À partir d'un certain âge, oui, ça me paraît important. On a parlé de laisser la parole aux enfants. En tant que parents, comment est-ce qu'on peut faire aussi pour sur place trouver du temps pour soi et pas seulement faire des vacances pour ses enfants, mais aussi pour soi? Ouais, c'est une grande question. Bah, ça, je pense que c'est vraiment tous les compromis de parents. C'est-à-dire, une des grandes difficultés quand on est une famille, et notamment quand on est parent, c'est qu'il y a deux choses qui viennent parfois s'entrechoquer. C'est-à-dire, il y a la conjugalité, c'est-à-dire le couple parental, et voilà, ce couple-là. Et puis, il y a la parentalité, et donc la famille. Et donc, ça peut arriver assez souvent que les parents se trouvent un peu noyés par le rôle justement de parents, et que le couple puisse ne plus forcément exister. Donc, l'idée, c'est d'avoir des moments dans lesquels s'aménager des moments dans lesquels on peut aussi être que en couple. Ce qui n'est pas toujours évident en famille parce qu'on est pris dans certaines contraintes. Donc l'idée, ça serait sans doute de pouvoir anticiper des moments dans lesquels on peut se retrouver aussi en couple. Parce des activités, des apéros, ce genre de choses. Des moments en général, les parents, pour les enfants, moi je suis papa, je suis jeune papa, donc il y a cette idée d'avoir des moments en fin de soirée où on peut être de nouveau un peu en couple, et voilà, mais ce qui n'est plus forcément possible quand les enfants sont plus grands, mais il peut y avoir d'autres choses, c'est-à-dire des activités pour les enfants, et les parents peuvent... Comme précisément ils sont plus grands en journée, c'est plus possible de les laisser. Exactement, et d'avoir à ce moment-là des moments où on se retrouve en couple, parce que c'est aussi essentiel. Une famille qui fonctionne bien, c'est aussi des parents qui fonctionnent bien d'une certaine façon, et un couple parental qui peut se parler et qui peut être bien ensemble, quoi. Bien sûr. Dans le cas, on parlait tout à l'heure d'un ado en crise, par exemple. Comment est-ce qu'on peut désamorcer la situation quand le ton monte et quand, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, plus un conflit de prétexte, c'est vraiment quelque chose d'identitaire qui se joue derrière? On va dire que effectivement, dans un contexte de vacances, ça prend une place d'autant plus forte, peut-être. Ce qui me semble toujours important, ça c'est aussi, il y a plusieurs éléments. Il y a la question de l'espace, peut-être pour les adolescents. C'est-à-dire la colère souvent est une façon de mettre à distance les autres. Donc on voit chez les enfants quand ils vous disent je t'aime plus ou ce genre de choses, c'est bien évidemment c'est pas je t'aime plus, c'est fous-moi un peu la paix, enfin, d'une certaine façon. Et donc pour un adolescent, les enjeux, on voit par exemple une chambre d'adolescent, à quel point c'est un lieu privilégié d'intimité. Donc il y a cette question-là, c'est-à-dire la nécessité d'avoir peut-être des espaces un peu définis pour chacun dans ces moments-là. Donc ça peut être une façon. Et puis il y a bien évidemment par rapport à la gestion des conflits, ce qui me paraît évident, ce qui peut paraître un peu évident comme réponse, c'est de dire c'est jamais au moment où il y a le conflit qu'on peut le résoudre. C'est toujours un peu dans l'après-coup. Donc, dans ces moments-là, c'est l'idée de pouvoir aussi ne pas être les uns sur les autres et avoir des moments et des espaces qui sont un peu différenciés. Voilà. Après, bien évidemment, tout dépend aussi de la crise. C'est-à-dire, est-ce que c'est pour l'adolescent, c'est juste une crise parce que il n'est pas d'accord avec les activités qu'on va faire pendant les vacances, ou alors est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus profond et que ça a à voir avec un mal-être, par exemple, chez un adolescent, et ça peut être aussi le signe de quelque chose de plus compliqué, avec des symptômes là qu'on peut retrouver quand on fait de la thérapie familiale. Ça veut dire des troubles de comportement alimentaire, par exemple, des oppositions très fortes avec de la violence. Et alors là, on est dans un autre registre. Et ça, pour le coup, je sais pas si c'est vraiment celui qu'on aborde là aujourd'hui, mais les vacances peuvent être le moment de remarquer ça, de repérer ça. Ça peut être le moment où ça peut exploser, où ça devient insupportable, et où les temps en famille, et ça en général, c'est des moments où les familles viennent consulter. C'est-à-dire que tous les temps qu'ils passent ensemble sont des moments qu'ils vont appréhender. Et alors c'est souvent ça que les familles qui viennent consulter viennent vous décrire, c'est-à-dire des moments où tous les membres appréhendent les moments de week-end, les moments de soirée, où en fait finalement chacun essaye d'échapper aux moments familiaux, quoi. À ce moment-là, on est effectivement sur un autre registre et une souffrance familiale plus forte et plus marquée. Plus profond.
On en parlait aussi tout à l'heure dans le cas d'un départ avec une version plus étendue de la famille, on va dire. Oui. Je pense notamment aux grands-parents, aux oncles, aux tantes. Qu'on parte avec ses parents à soi ou ses beaux-parents, comment est-ce qu'on évite de s'engueuler avec ses parents ou ses beaux-parents ? Alors, c'est une grande question parce que là, par rapport à cette question-là, la grande différence, c'est ce qui est ce qui rajoute une complexité, on peut dire, à partir du moment où on inclut les grands-parents ou des oncles et des tantes, c'est qu'on rajoute une génération. Et qu'il y a tout un tas d'enjeux qui viennent se rejouer à ce moment-là. Par exemple, des enjeux d'éducation, avec les grands-parents qui vont potentiellement prendre le rôle de parents ou des parents qui supportent pas des remarques des grands-parents. Et donc, ça réactive potentiellement, là aussi, des conflits qui étaient peut-être un peu latents et qui, à ce moment-là, vont réapparaître. Donc, il y a ça. Et puis, bien évidemment, avec les oncles et les tantes, il y a tous les enjeux de rivalité entre les frères et les sœurs. C'est-à-dire qui éduque bien ses enfants, la question des conflits de fratrie qui peuvent être aussi se réactiver à ce moment-là. Donc, ce qui me paraît, on va dire, pour essayer de donner des conseils, c'est de voir si c'est récurrent. C'est qu'à chaque fois qu'on part avec ses parents, ses grands-parents, avec les grands-parents ou avec des oncles et des tantes, ça amène à des tensions. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va plus les voir, mais en tout cas qu'il peut y avoir des aménagements. Chez les patients, on voit beaucoup ça. On va louer des lieux différents et on va se retrouver à certains moments pour ne pas avoir d'enjeu sur le quotidien des vacances, par exemple, si on peut le faire comme ça. Ça peut être une façon de prendre une juste distance, et en gros être à la bonne distance, qui fait qu'on n'est pas trop énervé par la situation et par l'emballement de ce moment-là. Donc voilà, c'est un peu ce que je pourrais vous dire par rapport à ça, et ce qu'on peut repérer dans ces moments-là où au retour c'est comme les vacances, par exemple à Noël, et le retour, quand on voit les patients qui reviennent de Noël et des repas de famille, ça peut potentiellement être très explosif à ce moment-là, quoi. Et vous me parliez précisément du rôle des grands-parents. Comment est-ce qu'ils peuvent trouver leur place ? Est-ce qu'ils ont le droit, entre guillemets, d'imposer leurs principes d'éducation ? Est-ce qu'ils doivent se mettre un peu en retrait ? Comment jongler avec tout ça, quoi, en tant que grands-parents ? C'est une grande question parce que l'un des risques, toujours dans ce genre de situation, c'est que les grands-parents prennent le rôle de parents, quoi. D'où les conflits potentiels qui peuvent arriver à ce moment-là. Donc, tout le travail de grand-parentalité, il va consister en partie à trouver sa place de grand-parent, qui n'est pas une place de parent. Beaucoup de grands-parents le disent, c'est un des avantages de la grand-parentalité, c'est qu'on n'est plus dans un rôle éducatif, normalement, et qu'on peut profiter de ces petits-enfants un peu sur un autre registre que quand on était parent. Quand on est parent, on a quand même beaucoup l'éducation à faire, avec tout ce que ça implique d'éléments qui ne sont pas très forcément agréables, c'est-à-dire poser des interdits, s'occuper des enfants sur un certain registre. Donc c'est pas forcément ça peut être quelque chose qui est plus dans le concret, mais c'est vrai que pour les grands-parents, il y a beaucoup plus un registre de jeu qui peut se déployer. Donc on va dire que ça, c'est un rôle qui peut être très facilement investi, mais le risque, il est qu'il y ait justement un espèce de conflit autour de qui devient le parent, avec la question des gardes, par exemple, c'est-à-dire des grands-parents qui vont énormément garder les enfants, et donc forcément qui vont beaucoup s'impliquer dans l'éducation, avec des conflits là qui peuvent se mettre à jour à ce moment-là aussi. Donc, on va dire le rôle de grands-parents, c'est aussi un rôle de soutien à la parentalité d'une certaine façon, c'est-à-dire de soutenir ses propres enfants dans l'accès à la parentalité, et un rôle presque de transmission d'une certaine façon. C'est qu'est-ce que c'est qu'être parent, en racontant des histoires. Ah bah tiens, toi t'étais petit, voilà comment je faisais, des choses un peu comme ça, et qui permettent en général d'énormément soutenir les parents dans le moment, par exemple, où ils deviennent parents, où ils traversent aussi des moments d'adolescence. Voilà. Et ouais, précisément, vous me parlez d'un rôle un peu de transmission de la parentalité. Oui. Comment est-ce que, en tant que enfant de ses parents et parent de ses enfants, on trouve sa place dans cette cellule familiale agrandie qui part en vacances tous ensemble ? Alors, on va dire que au moment des vacances, c'est ça. Tout dépend vraiment on va dire, de la façon dont la famille fonctionne. Et c'est là qu'on voit un peu toutes les questions, on parle de la question de la transmission, des éléments un peu inter- et transgénérationnels qui vont se jouer. C'est-à-dire que ce qui est central quand même là-dedans, c'est la place que les gens
que chacun des membres prend dans cette transmission et dans cette chaîne généalogique. Et donc, je pense, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que les parents ont une certaine place, les grands-parents ont une certaine place et les enfants aussi une certaine place. Et quand les choses sont à peu près, on va dire, bien définies d'une certaine façon, d'une façon aussi un peu fluide et flexible, ça permet que ça fonctionne bien. C'est-à-dire que les grands-parents ne se pensent pas autorisés à faire certaines choses, les parents ont bien une certaine place auprès des enfants, et donc ça permet justement d'éviter certains débordements, tout simplement. Mmh. Voilà. Autre question sur tout ce qui est mode de vie, oui. Entre l'ado qui va pas se lever avant 11h ou midi, ou les grands-parents qui, eux, par contre, seront levés dès 8h du matin. Comment est-ce qu'on fait pour supporter? J'ai donné l'exemple des réveils, mais ça se joue aussi à d'autres endroits. Comment faire pour supporter les modes de vie de chacun, quoi. Ouais. Là, je pense que c'est toujours un équilibre à trouver entre qu'est-ce qu'on a de commun et qu'est-ce qu'on a de différent, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y ait des décalages de mode de vie, notamment à l'adolescence, c'est assez évident. Et la question est de savoir à quel point l'adolescent va pouvoir s'adapter au mode de vie commun de la famille et accepter certaines règles communes de la famille, et en même temps, de quelle façon les parents, par exemple, vont aussi, eux, accepter qu'il y ait des modifications dans la façon de fonctionner de leur enfant, et notamment à l'adolescence. Donc, tout l'enjeu, il va être là, avec, il peut y avoir en fait deux extrêmes, j'allais dire, soit des positions extrêmement rigides, c'est-à-dire et du coup très arc-boutées, où vous allez avoir des parents qui vont être extrêmement sévères, ou des adolescents qui vont être dans des moments de crise très, très intenses, soit une espèce de déliaison familiale complète, où chacun vit sa vie, où en fait il n'y a plus de commun, il n'y a plus de famille, d'une certaine façon. Donc tout l'enjeu, il va être de trouver une espèce d'équilibre entre ces deux positions-là, parce qu'il y a des moments de changement, et donc ce que vous dites est très vrai, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on n'est pas sur le même rythme, et c'est quelque chose qui doit être, qui fait partie des processus d'évolution dans la famille, et le moment des vacances est un moment comme celui-ci. Donc il y a une espèce d'équilibre à trouver entre qu'est-ce qu'on fait de commun, c'est quoi les règles communes qu'on respecte un minimum, et puis des choses qui sont un peu plus flexibles, dans lesquelles on accepte que chacun fasse un peu sa vie, pour le dire un peu de cette façon-là, quoi. En se mettant d'accord, donc dans une discussion en famille en amont. En termes de destination, comment est-ce qu'on réfléchit à une destination qui peut combler les attentes de tout le monde? Tant les grands-parents, que les enfants, que les petits-enfants, avec la bonne part de culture, mais pas trop non plus, pour pas trop faire chier l'ado. Ça revient un peu, d'une certaine façon, c'est une question un peu synthèse, c'est-à-dire des discussions qu'on a en amont, et des compromis qu'on arrive à trouver, mais les compromis sont possibles seulement si, en fait, c'est pas seulement pendant les moments de vacances qu'on se retrouve, mais qu'on a aussi des discussions en amont, d'une certaine façon. Et ça revient à ce qu'on évoquait au début sur presque la qualité du fonctionnement familial, pour le dire comme ça, c'est-à-dire la capacité à pouvoir se parler, à pouvoir trouver des compromis. Et les compromis, c'est quoi? C'est de reconnaître que chacun a des envies qui sont pas forcément les mêmes, et donc on trouve un espèce de point d'équilibre par rapport à ce qui pourrait nous satisfaire, parce qu'on a à la fois envie de passer du temps ensemble, et en même temps, ça peut être aussi casse-pied de passer du temps ensemble. Donc il y a cette espèce d'équilibre-là à trouver. Donc voilà un petit peu ce que je pourrais dire là-dessus, quoi. Merci beaucoup Philippe Dreski. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en psychologie clinique à l'Université de Paris et psychologue spécialiste de la famille. Merci à vous, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Julie Malo, journaliste au Figaro. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari, en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions. Oh, les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi les bruitages là? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.